va commencer. Pour ceux qui étaient là à la conférence que j'ai donnée hier, j'ai évoqué le fait que le costume masculin pouvait se voir comme un ensemble de codes normés qui se sont construits au XIXe siècle pour se fixer au début du XXe siècle. En fait, l'histoire de la cravate dont on va parler aujourd'hui, vous allez voir, c'est exactement ça. Donc, à travers les différences de forme, de coupe, et les différences de noms, enfin, on va voir comment se construisent effectivement, encore une fois, un ensemble de codes et de normes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent à peu près de quand date la cravate, en fait? Depuis quand porte-t-on la cravate? Je pense qu'il y en a qui font la reconstitution qui savent. Quand on portait la lavalière, est-ce que c'était aussi une cravate? C'est considéré comme une cravate, oui, effectivement, oui. Donc ça remonte assez loin. Ah oui, ça remonte assez loin. Mais est-ce que quelqu'un a une date ou... Il y a la focale romaine, mais c'est encore autre chose. Oui. Sinon, historiquement, cravate, c'est le Royal Crown de Louis XIV. Exactement. Donc c'est bien, ça... je vois que monsieur connaît, ça remonte assez loin. Néanmoins, effectivement, donc la cravate, on peut considérer que elle fait son entrée véritablement à partir du XVIIe siècle, mais on va commencer avant, ce que j'appelle la préhistoire de la cravate, et à partir du XVIIe siècle, l'histoire véritablement de la cravate commence. Je la séparerai en trois parties, que j'appellerai, ça c'est très personnel, mais l'âge classique, l'âge d'or, et puis l'âge moderne. Donc la préhistoire de la cravate, en fait, vous avez effectivement mentionné la focale romaine. En fait, on trouve des traces, même avant ça. Je prends les notes parce que c'est chinois, alors... ce qui se passe. Donc on considère en fait que la cravate comme tout simplement c'est une bande de tissu qu'on noue autour du cou. Durant l'Antiquité, généralement, les gens portent le cou nu. À ma connaissance, il n'y a pas tellement de traces de col. Néanmoins, durant cette période-là, de manière très ponctuelle, on peut trouver des traces de cravate, je dirais, primitives. Et la première, en fait, remonte à 210 avant Jésus-Christ, en Chine, où l'empereur Qin Shi Huang, qui est le premier empereur chinois, qui est quelqu'un qui est un chef de guerre assez sanguinaire, et en fait il était absolument terrifié par la mort. C'était la seule chose qui l'effrayait, notamment sur la fin de sa vie. C'était devenu une véritable obsession, et il essayait de conjurer cette mort de toutes les façons possibles. Et en fait, quand il s'est fait enterrer dans ce qu'on appelle le mausolée de Xi'an, il a, à l'intérieur de ce mausolée, créé, comme il ne pouvait pas se faire enterrer avec son armée, il ne pouvait pas décemment décimer tous les hommes de son armée, en fait il s'est fait enterrer avec des représentations, des statues de son armée, donc de 7000 soldats. Je vais vous montrer les photos. Je ne sais pas si on pourra très bien voir. Mais en fait, il se trouve que si on regarde les statues de ces soldats, si vous regardez attentivement, on voit qu'en fait, ils ont une bande de tissu nouée autour du cou, qui ne se porte pas du tout, par ailleurs, dans l'habit traditionnel chinois de cette époque-là. On continue un petit peu plus loin dans la chronologie, et après ça, c'est en 106 avant Jésus-Christ qu'on peut retrouver, donc c'est l'érection de la colonne Trajane à Rome. Et sur celle-ci, on trouve effectivement des soldats romains qui portent également une bande de tissu autour du cou qu'on nomme effectivement donc la focale, ou focale. Je vais essayer de trouver la photo. Très bien. Voilà. Voilà, on peut voir. Alors, on ne voit pas très bien parce qu'en fait, on voit la bande de tissu portée autour du cou. Après, c'est un petit peu délicat de faire un rapprochement avec la cravate, mais en fait, vous avez quand même deux pans qui pendent en dessous. Là, ils sont rentrés dans la pièce d'armure, c'est pour ça qu'on ne les voit pas.
Sur d'autres figures de la colonne Trajan, c'est un peu plus évident. Bon, ce qui est un peu plus difficile à déterminer en revanche, c'est pourquoi cette pièce autour du cou, sachant qu'effectivement par ces ces deux moments dans l'histoire où on trouve cette pièce-là, on n'a pas d'autres véritablement traces d'une telle habitude de porter une bande de tissu autour du cou. Donc l'explication avancée par certains, alors vous avez généralement deux choses qui sont avancées. Évidemment, c'est pour se tenir chaud. Après tout, la cravate, c'est une sorte d'écharpe aussi, en fait, c'est à la même origine. L'autre explication qu'on peut avoir, c'est comme vous le voyez, il porte cette bande de tissu, cette focale, autour du cou et placée en dessous de l'armure. Et ça pourrait être pour éviter également les frottements avec les pièces d'armure qui sont assez lourdes et qui peuvent être assez douloureuses. Donc, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'il y a une origine militaire à la cravate, et donc on va faire un saut dans le temps, on va faire une énorme ellipse, et on va arriver au moment où la cravate s'est véritablement imposée. Est-ce que je peux rajouter rapidement? Oui. Dans l'art de la guerre, dans oui. tout ce qui est armure, il y a toujours une complication pour protéger les plis. Oui. Donc il y a la gorge, les aisselles et l'entrejambe. Et c'est souvent dans ces niveaux-là qu'on a des accumulations de tissus pour remplacer la plaque de métal qui empêche de faire les mouvements. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, effectivement. Merci pour cette intervention. Oui, si vous avez des choses à préciser pendant que je parle, n'hésitez pas. Effectivement, c'est une très bonne intervention. Donc, au XVIIe siècle, donc durant la guerre de 30 ans, en 1608-1648, effectivement, vous aviez dans l'armée française ce qu'on appelle le régiment royal croate, qui était à la base effectivement assemblé de Croates, et qui avait cette habitude de porter cette bande cette bande de tissu autour du cou, sans qu'on sache encore une fois trop pourquoi. Donc d'autres explications ont été un petit peu avancées. Encore une fois, le froid, c'est vrai qu'en manœuvre militaire, selon le terrain, on peut avoir à se protéger du froid. Il y a des explications un petit peu plus je dirais fantaisistes que j'ai pu voir, comme quoi effectivement à partir du milieu du XVIIe siècle, la météo s'est véritablement refroidie, qu'on a traversé une sorte d'air, sans parler d'air glaciaire, mais d'air beaucoup plus fraîche. Bon, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est une pièce sur la cravate sur laquelle on a beaucoup d'incertitudes quant à son utilité. Ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, la cravate n'a aucune utilité à part à servir d'ornement. Mais sur ses origines militaires, c'est assez incertain. Toujours est-il donc qu'effectivement, à partir de ce moment-là, et donc après la fin de la guerre de 30 ans, dans les cours, à partir du milieu du XVIIe siècle, va s'instituer l'habitude de porter cette bande de tissu nouée autour du cou. Et en fait, c'est vraiment une bande de tissu, tout ce qu'il y a de plus bête, absolument rectiligne, qui n'a rien à voir avec les cravates qu'on peut porter à l'heure actuelle, qui se noue tout simplement autour du cou avec un nœud plat et dont on laisse tomber les deux pans vers l'avant, les deux pans qui font la même largeur. C'est vraiment une bande, c'est comme un rectangle. C'est très souvent en batiste. Et pour les plus riches, effectivement, vous pouvez avoir de la dentelle, voilà. Alors là, bon, c'est pas exactement un nœud plat, mais en fait, vous avez un bon exemple de ce à quoi peut ressembler une cravate à cette époque-là. Donc ça, là, on est en 1657. Et la cravate est systématiquement blanche, en fait. Pendant tout ce que je vais appeler donc l'ère classique, la cravate est blanche. Donc c'est une ère qui partira donc des années 1650 jusqu'au début du 19e siècle. Je vais vous montrer peut-être quelques autres images. Voilà, alors après, là on est dans les années 1660-1670. Vous voyez qu'on a rajouté un ornement qui est une espèce de nœud
de nœuds colorés par-dessus la cravate blanche. Donc, ce type d'ornement peut exister, alors soit ça peut être véritablement un foulard que vous rajoutez, et après il y a d'autres pièces en fait où cela existe déjà monté. Ça c'est une particularité de la cravate. En fait on pense que la cravate déjà montée, déjà prénouée, c'est une invention moderne. En fait pas du tout, ça existe depuis les origines de la cravate. Aujourd'hui que ça s'est beaucoup plus formalisé, on voit assez peu de cravates montées en fait, je pense, sauf pour les uniformes où les gens ont besoin de mettre leur cravate assez rapidement. Mais on trouve beaucoup de nœuds papillons montés, puisqu'effectivement les gens ont un petit peu perdu l'habitude de faire les nœuds papillons. On a tendance à crier au scandale, mais en fait les cravates montées se font depuis le début de la cravate. Bon, il faut quand même préciser qu'à l'époque, les nœuds étaient peut-être un peu plus compliqués à faire qu'aujourd'hui, l'habillage était un peu plus long, les gens n'avaient pas forcément le temps de passer, enfin de s'attarder sur ces détails-là. Un peu dommage, mais pourquoi pas. Donc pendant toute la fin du règne de Louis XIV, voilà, vous avez un autre type de cravate. Là c'est assez intéressant à voir parce que vous pouvez considérer, pour ceux qui connaissent un petit peu le costume masculin, on peut s'apercevoir qu'il n'a pas encore adopté l'habit à la française, mais il a quand même déjà la cravate. Voilà, encore une cravate avec une pièce militaire, donc on voit bien les broderies. Vous voyez, encore une fois, c'est des nœuds qui sont très simples. Voilà, là on a un exemple de cravate déjà montée, avec le nœud coloré et la pièce de broderie qui tombe sur le buste. Ce qui est assez intéressant, vous voyez que ça se porte en plus par-dessus ce qui s'appellera plus tard la veste. Donc là, le nœud en fait se développe de deux façons, à l'horizontale et à la verticale, ce qui marquera la différence notable entre les nœuds papillons et la cravate beaucoup plus tard. Mais les deux ont exactement la même origine, en fait, c'est une même pièce qui s'est déformée, on verra la lente évolution plus tard, mais là, ce qui est assez amusant, en fait, c'est qu'on peut presque considérer qu'il porte en fait à la fois un nœud papillon et à la fois une cravate. Oui, vous avez... Ah voilà, cette image est assez amusante, je trouve, parce que vous avez différentes façons de porter la cravate. Là, on voit qu'il a fait ressortir du gilet. Vous avez également une autre façon qui est assez populaire dans les années 1690 de porter sa cravate, qui s'appelle la Steinkerk, qui en soi n'est pas une pièce différente de celle qu'on a vue, hein, c'est toujours une bande de tissu blanche. Mais l'habitude de la porter à la Steinkerk, en fait, il la faisait passer par la boutonnière de la veste. Donc ce qui n'est pas ça, hein, ce qui n'est pas ce que je vous ai montré. J'ai pas d'image de Steinkerk, je pense. Ah voilà. À partir du début du XVIIIe siècle, et de façon plus évidente en France à la mort de Louis XIV en 1715, la forme commence à changer un petit peu. Donc au lieu d'avoir une bande de tissu dont les pans retombent sur l'avant du torse, cette fois-ci, en fait, on a une bande de tissu qui s'enroule plusieurs fois autour du cou, et c'est tout. Et en fait, ce que vous voyez là, si je ne dis pas de bêtises, c'est un jabot donc, qui est cousu, c'est une pièce de dentelle qui est cousue à la chemise. Voilà, un autre exemple. Donc là, par contre, en revanche, on voit bien que la cravate, en fait, est plusieurs fois le tour du cou et qu'elle doit se terminer. Alors je pense que soit il y a deux pièces, soit c'est peut-être la même pièce, mais qui est travaillée différemment, avec des broderies qui retombent sur l'avant. Donc là, on est en 1710. Voilà, un très bon exemple. En fait, cette pièce de tissu, petit à petit, va se présenter également montée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire plusieurs fois le tour du cou avec cette pièce-là, on va... en fait, c'est je dirais comme une espèce de colle avec des agrafes à l'arrière, et c'est ce qu'on appelle le stock. C'est très utilisé, ça va perdurer, enfin, une durée assez
je crois qu'on en retrouve même jusqu'au début du 19e siècle, en fait, principalement dans le militaria. Alors, les militaires, eux, auront plus tendance à apporter un stock noir, mais toujours avec une pièce de jabot blanche. Je crois que j'ai d'autres exemples après. Donc c'est assez intéressant de voir comment, déjà, on a des petites touches de noir, mais globalement, la cravate reste blanche pendant toute cette période-là. Le stock, c'est grosso modo ce qu'on va porter après pendant toute la période, enfin pendant tout le règne de Louis XV et même Louis XVI. En fait, donc là on est toujours dans la période classique de la cravate, les formes évoluent assez peu au final. Pendant longtemps, on va vraiment porter les mêmes types de cravates. Voilà, vous avez vu toutes les images que je vous ai montrées, ça reste quand même assez similaire. Donc voilà, vous voyez là, en 1750, on a toujours la même forme, toujours le stock. Voilà, alors à partir de 1760, c'est assez intéressant. Là, on a toujours le stock et toujours la chemise à jabot, mais on a une autre pièce qui se rajoute en fait. Donc à partir du moment où les gens, à la fin du 18, enfin dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, commencent à utiliser des nœuds pour fermer leur perruque, enfin pour tenir leur perruque à l'arrière. D'ailleurs même ils ont une bourse, si je ne dis pas de bêtises, dans laquelle sont contenus les cheveux. En fait, ce ruban-là, ce ruban des cheveux, vient se retrouver à l'avant, et il y a différentes façons de le nouer. Et donc celle-ci, vous voyez, il s'est noué sur l'avant, c'est ce qu'on appelle un solitaire. Donc ça, voilà, d'autres exemples de solitaires, un peu différemment. Ça, c'est ce qu'on retrouve à partir des années 1760 jusqu'à la Révolution, en fait, tout simplement. Voilà un autre exemple. On voit très très bien qu'en fait c'est vraiment le nœud qui est à l'arrière, le nœud qui maintient les cheveux, qui revient à l'avant, et là qui est glissé sous le stock, entre le stock et le jabot. Bon, c'est toujours la même chose. Voilà, donc là on va arriver à la fin du XVIIIe siècle où des choses vont commencer un petit peu à se passer. Déjà, vous voyez, vous pouvez voir quand même que les cravates sont beaucoup plus larges. C'est toujours une norme de tissu, c'est quand même beaucoup plus large. Et vous voyez qu'au niveau du nœud, on peut voir les prémices déjà d'un changement. Jusqu'à présent, on avait cette pièce de tissu qui englobait le tout, qui englobait le cou, sans aucune fanfreluche diverse, et le jabot qui était tout. Il n'y avait pas véritablement de nœud, il n'y avait pas véritablement d'arbre du nœud. Là déjà, vous voyez que on commence à entrer, déjà c'est des prémices de ce que je vais appeler l'âge d'or de la cravate, avec l'art du nœud de la cravate. Voilà. Et sur ces entrefaites en plus, vous avez l'époque révolutionnaire également qui arrive, et ce qu'on va appeler les incroyables en France, qui auront des cravates absolument hautes, en fait qui révolutionnent véritablement le costume de cour. Je crois que j'ai peut-être une gravure qui est assez fameuse, madame, manifestement. En fait, leur costume va véritablement avoir une allure absolument différente, presque difforme, par rapport aux usages habituels, bon, déjà dans la coupe de la veste, etc. Mais là, on regarde sur la particularité de la cravate, la cravate est d'une largeur assez extrême et d'une longueur incommensurable, où on fait vraiment 3 à 4 fois le tour du cou, et pour faire un nœud, vous voyez, qui est assez volumineux. Et vraiment, la cravate doit manger le menton. Vraiment, on a cette espèce d'impression, voilà, c'est exagéré à l'extrême. Et c'est également l'époque où arrive le dandysme, Brumel, connu, qui va imposer l'art du savoir-faire du nœud de la cravate. Alors, à ce sujet, il y a une anecdote assez amusante qu'on raconte souvent, c'est-à-dire que lui considérait qu'un nœud réussi devait avoir quelque chose, je dirais, d'immédiat, de logique, d'instantané. En fait, il était vraiment dans l'instantanéité, et c'est-à-dire qu'il n'était pas quelqu'un, contrairement à la légende,
qui refaisait un nœud 10 fois en fait. C'est-à-dire qu'il prenait sa cravate, il faisait le nœud, et si le nœud ne lui allait pas d'évidence tout de suite, il enlevait sa cravate, il la jetait et il en mettait une autre. Et c'était ça pouvait durer des heures en fait. Et il y a une anecdote assez amusante qui dit que comme ça, un matin, un visiteur se présente, enfin un matin, peut-être pas un matin, plus le temps qu'il passait à sa toilette, mais un visiteur qui se rendait chez lui croise son domestique avec un tas de linge blanc dans les mains et lui dit mais qu'est-ce que vous transportez? Et le serviteur lui répond ça monsieur, ce sont nos échecs. Voilà, c'est pour dire, pour parler un peu de ce personnage-là. Voilà, donc là vous voyez vraiment qu'en fait, outre le fait de faire plusieurs fois le tour du cou, vous avez vraiment des nœuds très particuliers, peut-être pour terminer la cravate, qui sont difficilement catégorisables en fait. C'est-à-dire que là, ça ne ressemble même pas ni à vraiment un nœud papillon, ni à un nœud de cravate, puisque ça ne se développe ni vraiment de façon horizontale, ni vraiment de façon verticale. En fait, le nœud de cravate est très personnel, donc on le termine comme on veut. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des modes qui se créent, et à partir des années surtout 1820, mais déjà dans les années 1810, c'est très théorisé effectivement donc par Blumel et par tous ceux qui s'intéressent voilà, c'est vraiment les prémices du dandisme en fait, tout simplement. Donc une série d'ouvrages va apparaître entre 1800, je crois que le premier c'est à la fin des années 1810 et pour les plus tard ça va être début 1830. En France c'est en 1827 si je ne dis pas de bêtises, sur l'art de nouer sa cravate. Et donc le plus fameux ouvrage en France paru, je vous trouve le nom parce qu'il est un peu long, s'appelle... voilà, c'est ça. L'art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées, enseignées et démontrées en 16 leçons, par le baron Émile de Lampezé. Pendant très longtemps, on a pensé que le baron Émile de Lampezé était Balzac, sous un pseudonyme. En fait, il n'en est rien. Bon, il est évident que le baron Émile de Lampezé est un pseudonyme. Et ce qui est assez amusant, en fait, c'est que des ouvrages similaires vont être publiés en Italie, en Angleterre, et par des auteurs. Donc en Italie, c'est le comte de la Salda qui veut dire emploi, et en Angleterre, c'est par H. Leblanc. Donc on se rend bien compte que ce sont tous des pseudonymes et qui sont liés effectivement de près ou de loin à la cravate, au textile, etc. Donc, une petite, d'ailleurs, j'ai pas parlé d'une chose qui est assez intéressante, puisqu'on a précisé un petit peu le vocabulaire, j'ai pas parlé de l'étymologie du mot cravate. Elle est assez complexe. Très souvent, si vous regardez un dictionnaire, on va vous dire que c'est une déformation du mot croate, parce que comme je vous l'ai dit, effectivement, ça a été popularisé par le régiment du royal croate, mais c'est assez contesté en fait, parce qu'on trouve des traces, on trouve des traces de mots assez ressemblants de façon plus lointaine. Donc vous avez, d'autres possibilités sont avancées. Ça pourrait être une déformation du turc kirbak ou de l'hongrois korbaks, je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, qui sont des termes qui désignent des fouets ou des objets longs et fins. Dans un traité qui date du XIVe siècle, on peut trouver l'expression « faire restreindre sa cravate ». La cravate, là, désignant une bande de tissu long et mince. Et je crois que c'est au XVe siècle également. Au XVIe siècle, vous avez César Vecellio qui utilise le mot cravata en italien pour parler de la focale antique. Donc au final, c'est assez incertain. Là, on entre dans la seconde période de l'histoire de la cravate, à mon sens, avec la fin de la cravate blanche. Donc jusqu'à présent, il faut savoir que la cravate noire était uniquement destinée aux militaires au front. Parce que comme vous l'avez vu même dans les images que je vous ai montrées auparavant, quand ils étaient en tenue d'appareil, ils portaient également la cravate blanche. Mais effectivement, quand ils étaient sur le terrain,
ils portaient la cravate noire ou le stock noir. Et à partir des années 1830, ça s'est vraiment cristallisé dans les années 1830, mais on trouve des traces un peu plus anciennes, à partir de 1825, mais de façon très épisodique. Mais à partir de 1830, il y a vraiment presque une querelle des anciens et des modernes entre la cravate noire et la cravate blanche. Et qui, au-delà de l'aspect un peu futile qu'elle peut présenter aujourd'hui, en fait, est vraiment riche de sens. En fait, je pense que dans l'histoire du costume, de toute façon, ce qui est le plus intéressant, ce sont l'histoire des idées. Quelles sont les idées que vous allez véhiculer à travers votre costume? On a vu que, au moment de la Révolution, voilà, les incroyables révolutionnaient à la fois. Enfin, il y avait une véritable même révolution du costume dans ces formes-là, qui n'a pas perduré. Mais il y a quelque chose dans cet esprit-là. La cravate, auparavant, la cravate blanche était vraiment assimilée à l'Ancien Régime. D'ailleurs, pendant la Révolution, il y a eu une tentative de costume national qui était dessinée, qui n'a finalement jamais été portée, et qui abolissait la cravate. Et donc, à partir de ces années-là, 1830, va s'imposer la cravate noire. Donc, 1830, fin 1820, 1830, on entre dans la Restauration, la monarchie de Juillet. Porter une cravate noire est effectivement un signe aussi de contestation par rapport au pouvoir en place. Et puis, voilà, ça peut l'être. On peut aussi le rattacher. Alors voilà, bon, là on a un exemple de cravate noire vraiment portée de façon militaire. Donc là, pour le coup, ce n'est pas du tout un signe de contestation par rapport au pouvoir en place. Mais c'est assez amusant de voir justement comment les mêmes signes, la cravate noire, peut avoir différents sens, peut porter différents sens. Et donc voilà un exemple de stock noir. Là, pour le coup, on est quand même en 1834. Et en même temps, vous voyez que la coupe d'habit est absolument archaïque. Voilà. Voilà la cravate noire à partir de 1840 qui va s'imposer. L'école, comme vous pouvez le voir aussi, remonte beaucoup plus. L'école remonte beaucoup plus en fait, et la... Je te vois une photo de Victor Hugo, c'est assez... 1829, voilà, là c'est parfait, c'est l'exemple total de ce que je vous ai dit. L'école remonte beaucoup plus haut, la cravate est également souvent plus large, et en fait ne laisse dépasser qu'une mince liseré blanc autour du cou. Dans des cas très extrêmes, là c'est pas le cas, mais la cravate noire peut carrément recouvrir en fait toute la chemise. On ne voit absolument plus, à part ces deux petits bouts effectivement qui peuvent dépasser du col. C'est aussi un signe de ralliement des romantiques qui portaient vraiment la cravate noire. Accélérer. Dès lors qu'on a introduit la cravate noire, qui a perduré, vraiment les deux ont existé pendant la première moitié du 19e siècle, on était vraiment cravate noire, cravate blanche. La cravate noire s'est petit à petit imposée, et à partir à partir vraiment du milieu du 19e siècle, donc je pense que c'est les traces les plus anciennes qu'on peut trouver, c'est un italien, donc ça s'explique par son exubérance, on peut trouver les premières traces de cravates colorées. Alors ça c'est une grande nouvelle, c'est vraiment un grand changement qui a été introduit, et à partir de là, justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une forme en chasse une autre en fait. La cravate noire s'imposant petit à petit dans les années 30-40, la cravate blanche va être reléguée à l'habit du soir en fait. Et petit à petit, la cravate colorée chassant elle à son tour pendant la seconde moitié du 19e siècle, même la cravate noire, les cravates noires et blanches en fait, unies, vont être assimilées aux tenues du soir. Et c'est là qu'effectivement, on revient à ce que je vous disais en début de séance, les premiers codes en fait arrivent, c'est-à-dire qu'on a vraiment des couleurs différentes pour la journée, pour le soir, et je trouve que c'est assez fascinant. Alors la deuxième partie du 19e siècle, là ça y est, c'est vraiment l'explosion. Là vous voyez encore des couleurs très différentes, et on voit, chose assez amusante, que cette fois-ci vraiment la cravate a tendance
à se développer donc, de manière horizontale à la façon d'un nœud papillon. Vous voyez déjà des formes différentes dans les coupes apparaître. Vous voyez qu'il y a des cravates qui sont plus fines que d'autres. Jusqu'à présent, c'était globalement toutes des bandes de tissu de façon plus ou moins large. Mais là, déjà, on a des différences. Si vous regardez sur le personnage qui est totalement à droite, en fait, vous voyez que sa cravate ou son nœud papillon, à l'époque, on appelle toujours sa cravate. Hein. Le terme nœud papillon est arrivé de façon bien plus tardive. Généralement, les termes sont arrivés de toute façon après les formes. On a toujours donné des noms après que les choses aient existé. Vous voyez donc que sa cravate est coupée, se termine en pointe. Donc voilà, les cravates se rétrécissent dans la seconde moitié du 19e siècle. Et effectivement, on commence à ressembler à des nœuds que nous connaissons beaucoup plus aujourd'hui. Donc là, vous avez en fait ce qui va être un ancêtre du nœud papillon. Néanmoins, on fait encore toujours 2 fois le tour du cou pour fermer sa cravate, comme vous pouvez le voir. Et là, déjà, on a les prémices de ce que sera le nœud papillon. Par rapport à ça, donc les façons de nouer les cravates commencent à diminuer et à se formaliser et à se codifier. Comme je l'ai dit auparavant, c'était vraiment, on nouait la cravate au XVIIIe siècle un peu comme on voulait. Petit à petit, au début du XIXe siècle, des modes sont apparus, mais il y avait encore une grande façon, un grand nombre de façons différentes de nouer sa cravate. Je crois que dans son ouvrage, dont je vous ai parlé plutôt du baron Émile de Lamposé, je crois qu'on dénombre une vingtaine de nœuds possibles, avec différentes variantes, comparé au peu de nœuds qu'on porte à l'heure actuelle. C'est énorme. En général, je pense qu'une personne à l'heure actuelle porte, la majorité des personnes ne doivent porter qu'un nœud, voire 2 nœuds, mais globalement, vous avez peut-être 3 ou 4 nœuds qui se portent, pas plus, dans la vie de tous les jours, dans les cravates modernes. Donc déjà, cette diminution commence à arriver, et ça s'explique aussi, je pense, si vous voulez, pour reprendre globalement ce que je l'ai dit, avant, on avait donc, dans le premier temps, dans l'âge classique, vraiment des cravates blanches nouées de façon anecdotique, enfin voilà, c'était vraiment pas la chose la plus importante. La cravate va rester blanche, on va commencer à s'intéresser à la façon dont est la cravate donc, au début du 19e siècle. Ensuite, on va adopter donc, la cravate noire, et donc différents coloris de cravate dans le 19e siècle, dans la seconde moitié du 19e siècle, et en même temps, la façon de nouer va se restreindre. En première partie du 19e siècle, vraiment cravate blanche puis noire, mais beaucoup de nœuds, et seconde partie du 19e siècle, moins de nœuds, toujours beaucoup plus qu'au 20e siècle évidemment, mais beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de coupes et de formes différentes. Là, vous pouvez voir encore une fois que le nœud que je vous montre n'a rien à voir avec la façon dont sont coupés les nœuds, enfin les cravates auparavant. Voilà, un exemple très précis. Là, on a presque l'ancêtre de ce qui deviendra plus tard le nœud twist. Toujours à peu près dans la même époque, toujours dans les années 1870, ça n'a rien à voir avec le nœud que je vous ai montré juste auparavant. Vous voyez que la bande de tissu n'est pas du tout travaillée de la même façon, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus longue aussi. Là, cette fois-ci, la personne n'a fait qu'un tour. C'est une façon de nouer ce nœud-là, mais cette cravate-là, vous pouvez la nouer de différentes façons en fait. Voilà d'autres exemples. De formes de cravate qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc vous pouvez vous apercevoir qu'on commence véritablement à avoir une différence à travers les diverses coupes de cravate. Il commence à se dessiner une véritable différence entre le nœud papillon et la cravate. Donc la forme de la cravate actuelle, qu'on appelle la régate, qui commence à se dessiner vraiment à la toute fin du 19e siècle, et qui s'oppose à ce qui ressemble plus à nos nœuds papillons aujourd'hui. Cela dit, voilà, les nœuds papillons, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, en général, ils présentent, ils se rétrécissent, si vous voulez, ils ont vraiment, donc vous avez la bande, je ne sais pas si j'en ai mis, non, mais ça c'est un très mauvais exemple, mais généralement, voilà, vous avez la bande de tissu centrale qui est censée juste faire le tour du cou, qui est plus fine, la partie avec les extrémités qui sont censées faire le nœud qui s'élargissent.
Cette pièce-là, à la fin du 19e siècle, en fait, elle aurait la même largeur sur tout le long. Et les nœuds modernes, en fait, ils présentent une rétrécissement au milieu du nœud. Vous avez vraiment déjà la forme du nœud qui est dessinée. L'évolution des cravates aussi est due à l'évolution des formes de col de Tout à fait. aussi. Tout à fait. Des chemises. On y reviendra plus tard. Là, pour l'instant, on est encore à la fin du 19e siècle avec des cols qui sont principalement sans rabat. Les cols se portent droit, ils n'ont pas la partie qui se rabat, mais à partir du moment où ça va arriver, effectivement, on s'aperçoit que les formes de cravates vont changer et vont s'adapter à ça. Et également, je dirais, à la forme de la veste et du gilet. À l'époque, on porte encore des gilets, puisqu'effectivement, en fonction de la hauteur du gilet et de la façon dont il est échancré, ou pas, ça va déterminer la largeur de la cravate. Donc, voilà. Vous pouvez vous apercevoir que différentes façons de nouer la cravate subsistent. Donc, à droite, vous avez en fait une façon qui est assez moderne de nouer la cravate, qui est, je pense, probablement un nœud simple, qui est le nœud qu'on porte à l'heure actuelle. Et au centre et à gauche, vous voyez des nœuds qui ont l'air assez complexes et qui sont maintenus par un accessoire qui apparaît à ce moment-là dans le vestiaire masculin, qui sont les épingles à cravate, qui vont finir par devenir presque purement décoratifs, je dirais, mais à cette époque-là, ils servent vraiment à tenir la cravate. Ils sont d'ailleurs là, ils sont même pas visibles, si je ne dis pas de bêtises. Si là on voit ce qui me paraît en bijou. Donc en fait, on le voit particulièrement sur le personnage au centre, il porte un nœud qu'on appellera plus tard le nœud Ascot, où la cravate en fait, vous faites en nœud plat et les deux extrémités viennent se rabattre sur les côtés, enfin au centre, et est maintenue par une épingle à cravate. Ça n'est pas encore très formalisé à cette époque-là, mais ce type de nœud, ce type de nœud se fera dans certaines occasions avec une cravate spécifique qui se finira par se dénommer l'ascot, et elle se fait également sur les cravates de chasse. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore très formalisé, mais plus tard, ça va se cristalliser. Je vous montrerai des exemples d'ascot modernes et de cravates de chasse pour voir à quoi ça ressemble, mais elles se nouent avec le même nœud. Voilà, on arrive à des versions beaucoup plus modernes, et là vous voyez clairement la différence qui commence à se dessiner entre un nœud papillon et une cravate. Là vraiment, ça n'est plus du tout le même objet. Là on reconnaît même dans l'ensemble de la coupe, c'est une coupe moderne. Après, les pièces sont résolument modernes. Donc là on est en 1890. Au centre d'ailleurs, vous pouvez voir que donc on porte encore des faux cols. Et au centre, vous pouvez voir que déjà le faux col que porte le personnage est muni de rabat. Donc là, on a des tout petits nœuds. Tout petits nœuds qui contrastent avec la hauteur des faux cols, hein, puisque c'était vraiment la mode à l'époque. Voilà, l'ascot exactement, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on voit très bien la façon dont est noué cette cravate-là. Donc c'est vraiment le ascot, qui petit à petit en fait s'appelle ascot parce que c'était le type de cravate qu'on portait aux courses Ascot en Angleterre. On portait ça avec le complet jacket, le morning suit en anglais, mais petit à petit cette cravate c'est un petit peu déplacé et c'est plus vraiment le type de cravate, c'est pas nécessairement le type de cravate qu'on porte avec un complet jacket à l'heure actuelle. On peut très bien porter une cravate, une régate tout à fait normale, ou en nœud papillon, ça se fait aussi. Néanmoins, effectivement, c'est resté assimilé, enfin ce type de cravate et ce type de nœud est resté assimilé au monde de la course à travers les cravates, au monde hippique, dirais-je, à travers les cravates de chasse. Qui sont généralement blanches. Je vais vous montrer un exemple. En fait, donc, une cravate de chasse, donc vous faites plusieurs fois le tour de votre coupe avec. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une bande de tissu qui fait pratiquement tout le temps la même taille. Vous avez un rétrécissement à cet endroit-là. En fait,
les pans, là vous avez vraiment, là c'est les pans qui vont venir sur l'avant. Ça, cette partie-là va faire le tour de l'autre cou, va faire en nœud. Et là vous avez la partie à l'arrière, vous voyez qu'on a vraiment la forme du col en fait. Vous avez vraiment un arrondi pour pouvoir suivre la forme du col. Il y a deux petites fentes, donc celle-ci qui est faite pour se fixer au bouton qui maintient le faux col à l'arrière, pour que la cravate ne bouge pas. Vous avez une autre fente sur le côté qui sert en fait à passer la cravate, parce que en fait, bon, d'ailleurs je dis des bêtises, en fait ça se maintient sur l'avant. Donc là vous la fixez à votre bouton de faux col, j'ai pas de faux col donc c'est un peu particulier, donc c'est un faux col droit et sans rabat. Donc vous la fixez comme ça, et en fait, vous la faites passer à travers, je ne vais pas perdre du temps à vous le montrer, mais en fait vous faites plusieurs fois le tour et vous la faites passer à travers, voilà, à travers la fente, et vous ramenez sur l'avant, et dans un nœud qui est assez similaire, que vous maintenez par une épingle à cravate. Et ensuite, une autre forme moderne de cette cravate, qui est véritablement l'ascot, donc qui a gardé cette coupe un peu ancienne, mais qui à l'époque était vraiment une cravate. Mais donc maintenant, si vous apercevez, généralement, voilà, les ascots modernes sont très formalisés. Vous avez des plis sur l'arrière et un élargissement des pans. Donc vous pouvez le porter. Alors les ascots aujourd'hui, maintenant, se portent de façon plus décontractée. Ça a été popularisé à partir des années 20-30 où on a inventé. La vie sportive a également révolutionné le costume. Ça se porte en dessous, en fait, de la chemise avec un type de nœud qui est similaire au nœud ascot, mais sans l'épingle à cravate. Je pense que vous en avez déjà vu. Donc ça se porte sous la chemise. Mais pas à cette époque-là, évidemment. À la fin du 19e siècle, c'est encore porté par-dessus la chemise. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Oui, il y a un autre type de nœud. Je voudrais voir. Alors, voilà. Tant qu'on est à préciser les formes, la lavalière. Alors, la lavalière, très souvent, on dit une lavalière pour désigner l'objet. En fait, encore une fois, je pense que c'est une erreur. Historiquement, on parle de nœud lavalière. Puisque, encore une fois, quand ce type de nœud est porté, c'est à la fin du 19e siècle, et ce qu'on appelle, l'objet qui est mis autour du cou, est encore une fois, ça s'appelle toujours une cravate. Ça n'est pas encore fixé dans des formes définitives. Et cette façon de porter la lavalière, la cravate qui s'appelle la lavalière, donc fait référence à Madame de Lavalière au XVIIe siècle, effectivement, qui avait pour habitude de porter également ce type de nœud. À la fin du XIXe siècle, c'est plutôt porté par des artistes, mais on a tendance à dire que effectivement le nœud lavalière est un nœud qui fait très artiste, très peintre, voilà, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Je dirais que c'est le même nœud d'ailleurs que le nœud papillon, en fait. C'est le même type de nœud que le nœud papillon. Je dirais qu'il a tendance à faire artiste uniquement quand vous avez comme ça, vraiment les deux, le tissu est très large, que vous avez les deux pans qui retombent vraiment par-dessus le gilet et les deux boucles qui sont assez imposantes. Mais en fait, ce type de nœud, vous l'avez porté par des gens qui ne sont pas du tout artistes. Voilà. Vous vous apercevoir qu'Armand Fallière apporte un nœud qui est assez similaire en fait. Mais qui est un peu plus réduit en proportion et qui est un peu plus sage, dirons-nous. Donc, voilà, on va passer au 19e siècle, au début du 20e siècle, où là, vraiment, les choses sont beaucoup plus formalisées. Donc, on a la cravate régate, qui est la forme moderne de la cravate, qui est portée, qui est devenue beaucoup plus fine, puisque maintenant les cols sont rabattus et généralement laissent une partie assez étroite vers l'avant. Et vous avez après les nœuds papillons. Donc là on commence vraiment à faire la distinction entre les deux, à parler de cravate et de nœuds papillons. Je vais juste aller rapidement. En fait, à partir de là, du coup, on entre dans l'âge moderne de la cravate. Et particulièrement dans les années 20, où en 1924, un cravatier du nom de Jesse Langsdorff dépose le brevet de ce qui va devenir la cravate moderne, par deux innovations majeures. En fait, c'est qu'au lieu d'avoir une simple bande de tissu, comme vous avez sur l'ascot et sur les anciennes cravates, en fait, on va rabattre
on va rabattre les pans à l'arrière et maintenir, je ne sais pas si ma démonstration est très... On va rabattre voilà, les pans à l'arrière et maintenir ça par une bande de tissu, et là vous avez vraiment la forme moderne. Autre innovation aussi qu'apporte Langsdorff, c'est le fait de couper les cravates en biais pour avoir plus d'élasticité, pour permettre à la cravate de retrouver sa forme après l'avoir nouée. Donc ce sont vraiment, voilà, c'est l'arrivée de la cravate moderne. On va prendre plusieurs exemples. Ce sont des exemples qui datent du début du XXe siècle, et vous verrez qu'en fait, ce sont exactement les mêmes cravates, à peu de choses près, que l'on porte à l'heure actuelle. Je vais les faire circuler. Vous apercevez voilà, qu'au lieu d'avoir une bande de tissu toute simple, elle est rabattue, ce qui donne plus de solidité et de plus de voilà, à la cravate. Donc, je vais vous faire circuler ces trois modèles qui datent du début du XXe siècle. Je vous demanderai juste de faire attention sur celle-ci, qui a l'étiquette qui est détachée. Comme je suis un peu fétichiste, je ne l'ai pas recousue, mais faites attention à ne pas la faire tomber. Voilà. N'hésitez pas à regarder vraiment comment elles sont construites à l'intérieur. C'est vraiment intéressant à voir. Donc, pour autant, si ces cravates sont totalement modernes, en fait, vous pourrez presque les porter aujourd'hui, même si les formes et les coupes sont un peu différentes. On reste au début du XXe siècle encore dans une cravate qui est faite d'un simple tissu, et qui ne présente généralement pas de doublure ou de triplure. Vous en avez, sur celle-ci, vous verrez que vous avez déjà la triplure à l'intérieur, mais vous n'avez pas de doublure. Voilà, je voulais faire circuler, comme ça vous pouvez regarder. Hop, là, je vais peut-être en faire passer une ici et une de l'autre. Voilà, avec plaisir. Je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps. Bon, de toute façon, à partir des années 1920, vraiment, la cravate ne va plus évoluer, ça va juste être une question de mode, mais on va rester dans des formes qui sont assez similaires. Donc on va rajouter, pour donner du corps par rapport aux innovations qu'a apporté Langsdorff, donc une triplure en fait qui est la bande qu'on voit bien dans cette cravate-ci, qui est la pièce qui est à l'intérieur, qui va donner de l'épaisseur et du corps à la cravate, et la doublure qui va être le tissu, le revers en fait qui va cacher à l'intérieur, qui va cacher cette triplure-là. Le tout maintenu voilà, par des coutures ici, et en fait sur des cravates, sur des très bonnes cravates, vous avez ce fil-là en fait qui se poursuit là, qui est ce qu'on appelle le fil de réserve, qui permet à la cravate de retrouver son élasticité après l'avoir portée. Je pense que je vais m'arrêter là pour vous laisser le temps de poser quelques questions. De toute façon, là, je vous dis, à partir de 1920 jusqu'à l'ère actuelle, il y a assez peu de modifications dans la conception de la cravate. C'est vraiment juste une question de mode, une différence de largeur, de longueur. Voilà. Ça s'est très formalisé. À partir de là, c'est vraiment aussi, dernier point, l'explosion du motif. Aujourd'hui, d'une cravate à l'autre, ce qui va vraiment la différencier, hormis ses qualités techniques et la façon dont elle est réalisée, c'est les motifs en fait. Puisque toutes les cravates sont des cravates régates qui restent somme toute assez similaires. Si vous avez des questions, c'est à vous. Oui. Je voulais permettre d'illustrer la technique en fait de la diagonale dans la coupe du tissu. Si on prend en fait dans la chaîne ou la trame, voilà, le tissu est dur et il est rigide, et si on prend en fait dans la diagonale, il y a de l'élasticité. Et c'est pour ça en fait que les cravates sont toujours coupées dans la diagonale et que les formes sont souvent bien Exactement. Ça explique les... Exactement. Oui. Je voulais savoir s'il y avait des symboliques, des langages cachés comme quand on offre des fleurs, ou est-ce qu'on peut porter une cravate pour donner un code, pour dire quelque chose? Je veux dire des couleurs spécifiques, des formes spécifiques. Oui, alors, oui, il y a, bon, comme je l'ai dit au début, enfin voilà, le vestiaire masculin, c'est vraiment un ensemble de codes normés. Donc, aujourd'hui, il y a des types de motifs et de couleurs et de coupes qui vont correspondre à des moments particuliers, qui vont rapporter à des moments particuliers. J'ai parlé de la cravate noire et de la cravate blanche dans les années 1830. Aujourd'hui, ça s'est formalisé en fait de façon simple. C'est le nœud papillon noir qu'on va porter avec le smoking et le nœud papillon blanc qu'on va porter avec le frac. Donc, qui est plus guère porté, hormis exception notable. Mais voilà, ce sont des tenues du soir. Donc, ce type de nœud papillon, par exemple, on ne le porterait que avec cette tenue-là. Il serait totalement
incongru de porter un nœud papillon noir ou un nœud papillon blanc avec une tenue de jour. Et de la même façon, sur les tenues de jour, vous avez des types de motifs qui vont se porter dans des circonstances plus particulières. Après, si on peut comparer avec le langage des fleurs, c'est pas tout à fait pareil, mais dans les types de motifs, peut-être pas. Dans les types de motifs, je pense que ça va plus s'adapter à des moments particuliers. Enfin voilà, comme j'ai dit, est-ce que vous êtes le jour, est-ce que vous êtes le soir, est-ce que vous êtes l'hiver, l'été, est-ce que vous êtes au travail, ou est-ce que vous êtes c'est le week-end et que vous pouvez porter une tenue un peu plus détente. Après, ce qui va vraiment, vous avez les couleurs ensuite qui vont, au-delà de se marier avec la tenue, qui peuvent donner aussi une indication d'humeur. Un jour, vous avez plutôt envie de porter des teintes vives et chaudes, d'autres jours des teintes colorées, pourquoi pas. Ça peut vraiment donner une indication voilà, sur la personnalité, l'humeur, le moment où on se trouve. Et puis après, il y a le nœud de la cravate. Je pense que c'est vraiment dans le nœud de la cravate, en fait, qu'on pourra percevoir. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à travers les nœuds de la cravate. On voit, quand on s'intéresse un petit peu aux choses, la personne qui a pris du temps pour faire son nœud de cravate, la personne qui porte la cravate parce que c'est une obligation, et la cravate qui tombe mollement sur la chemise. Ce sont des choses qui se voient quand on connaît un petit peu la chose et qu'on s'intéresse. Est-ce qu'il existe un guide pour dénouer la cravate? On a un guide pour le nouer. Est-ce qu'il y a un art de défaire? Je pense que dénouer la cravate ne présente pas de problème majeur. Je ne suis pas trop la C'est tout un art d'enlever aussi. Non, pas tellement. C'est vraiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup un art de se vêtir, mais de se dévêtir assez peu. Et effectivement, il faudrait peut-être travailler sur la question. Ça mériterait quelques ouvrages, oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on va peut-être s'en tenir là. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. J'ai juste récupéré les